Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Antenne A. Tout de suite, en voici les principales articulations. Énième prorogation de l'état de siège ce jeudi par l'Assemblée nationale. Une prorogation votée à l'absence des députés issus des deux provinces sous l'état de siège. Le 10e congrès de l'UNPC se clôture ce jeudi 19 septembre 2024. L'élection du nouveau comité interviendra tard dans la soirée avant la clôture. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons par cette nouvelle qui nous provient de la présidence de la République. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée ce jeudi au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu les lettres de créance de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de messieurs Zabavi François Xavier de la République de Côte d'Ivoire, de madame Joséphine Patricia Ntiam du Gabon, de messieurs Joachim Vaverka du Royaume des Suèdes et de messieurs Rémi Maréchaux de la République de la France. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, sur des membres du gouvernement de la République, l'Assemblée nationale a procédé ce jeudi au renouvellement de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, mais ce, sans la présence des élus issus des deux provinces sous état de siège, lesquels députés avaient claqué la porte. Suivez. Les députés nationaux ont voté ce jeudi 19 septembre 2024 le projet de loi du gouvernement relatif à la prorogation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans son exposé, le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a démontré aux élus nationaux la nécessité de prendre en compte cette demande du gouvernement pour la poursuite de cette mesure exceptionnelle afin de permettre aux FARDC de mettre hors état de nuire tous les groupes armés qui continuent à causer la désolation dans la partie est de notre pays. Cependant, bien qu'adopté par la majorité des députés, le vote de ces projets de loi n'a pas fait l'unanimité. Les élus nationaux de deux provinces sous l'état de siège ont séché la plénière, exigeant par ces gestes la levée de l'état de siège. Il faut rappeler que c'est depuis les mois de mai 2021 que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a proclamé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, avec comme perspective de le pacifier. On reste toujours à l'Assemblée nationale. Je vous le disais tantôt que les députés nationaux issus du Nord Kivu et de l'Ituri n'ont pas pris part à la séance plénière de ce jeudi pour dire non à la prorogation de l'état de siège dans ces deux provinces. Ils ont, à l'issue de ce boycott, fait une déclaration que voici. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui, vous alliez à Ituri, au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. Et pour mettre fin à ce clivage, nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas état de siège, le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre.
avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Au moment où je vous parle, pour ce qui concerne la province de l'Ituri, il y a un conflit flagrant entre les militaires et les civils en Ituri. On accuse toute la population d'être des groupes armés, on accuse toute la population d'être des MV3. Ça ne peut pas se passer comme ça. On arrête beaucoup de gens en cascade et il n'y a pas de solution et les gens continuent à mourir. Maintenant, par exemple, la RN27 est fermée. Hier, il y a eu plus de 14 morts. Mais on va aller avec ça jusqu'où? On reste toujours au Parlement, mais cette fois-ci, on parle du Sénat. Vous le savez, le président du Sénat a récemment, lors de la rentrée parlementaire, émis le vœu de voir le Parlement doté d'une bâtisse propre à lui, qui abritera donc son siège. Et ces propos sont diversement interprétés au sein de l'opinion congolaise. Beaucoup sont ceux qui estiment, qui rejettent l'idée, estimant que ce n'est pas du tout une priorité pour le pays. Suivez ces propos recueillis par Dieu merci Kanda. Tous les problèmes que traverse le pays en ce moment emploient plusieurs problèmes. Les pays confrontés à autant de besoins, je trouve inopportune qu'on pense à ce jour construire un nouveau bâtiment pour le Parlement au regard de tout ce que nous avons comme problème. Donc je pense que le président devait taire un peu ses ambitions-là. Vu la situation que traverse le pays, ce n'est pas important, ce n'est pas une urgence que l'on puisse aller faire une telle demande pour engager encore des budgets dans ce secteur-là. Nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un qui n'a même pas encore commencé le travail. Nous voulons le voir à l'œuvre, mais seulement que nous devons bien faire les choses. Je sais que beaucoup de ces gens qui sont au Parlement aujourd'hui ont été nommés, ils n'ont pas été élus par le peuple, raison pour laquelle ils ne se soucient nullement de cette souffrance que le peuple est en train de vivre chaque jour. Donc il est là, oui, par la volonté de ceux qui ont voulu qu'il soit là, mais seulement que nous devons tenir compte de la misère du peuple, nous devons tenir compte de l'insécurité qui se vit à l'est du pays, nous devons tenir compte de l'insécurité qui se vit dans le Bas-Congo, dans le Bandundu, et ici à Kinshasa où il y a aussi de l'insécurité. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup à faire au lieu de nous amener dans des histoires de construction pour occasionner encore des détournements. Direction Nord Kivu à Goma, où séjourne Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations, lequel a été reçu ce jeudi par le gouverneur militaire de cette province, Peter Chirimwami. Suivez. Remercier monsieur le gouverneur pour la qualité de cette relation. Et nous sommes convenus que nous allons continuer dans cette excellente coopération. D'autant plus qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, compte tenu de la situation sécuritaire, humanitaire. Nous avons droit à une présentation très intéressante, détaillée par le gouverneur de cette situation. Le gouverneur a exprimé un certain nombre d'attentes vis-à-vis de la MONUSCO en ce qui concerne la poursuite de la coopération. Je remarque lorsque j'étais à Kinshasa, je me suis entretenu avec les autorités, avec son Excellence le Président de la République, Madame la Première ministre, les ministres. Ceux-ci ont également exprimé des attentes quant à la poursuite du travail de la MONUSCO, même si évidemment la perspective reste le désengagement, parce qu'il ne faut pas rester éternellement. Le but, c'est de créer les conditions ensemble pour que nous puissions partir et que la paix soit revenue. Nous avons discuté de la meilleure manière d'organiser l'amélioration de la coopération avec les autorités. Encore une fois, elle est très bonne, mais il y a toujours mieux à faire, en particulier avec les FARDC. Comment faire en sorte qu'il y ait la meilleure synergie possible pour tenir compte aussi de la présence d'autres acteurs comme la SAMI DRC. Nous sommes mandatés maintenant pour apporter davantage de soutien à la SAMI DRC avec les moyens de la MONUSCO. Nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours qui sont très importants, que nous soutenons
à la fois politiquement, mais aussi le soutien que nous allons apporter au mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Nous avons fait le point sur le cessez-le-feu, qui s'est traduit par une certaine diminution des violences. Je vous transmets les informations du gouverneur, mais il y a beaucoup à faire. On ne peut pas dire qu'il y a zéro violence, bien entendu, vous le savez. Donc beaucoup de travail à faire, une relation très confiante avec les autorités, la volonté de continuer, une forte détermination de la part de nos collègues de la MONUSCO. De retour à Kinshasa, sachez que le Japon s'engage à offrir 5 millions de doses de vaccins à la République démocratique du Congo pour lutter contre Mpox. L'annonce a été faite ce jour à la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie par l'ambassadeur du Japon en poste à Kinshasa. Notez aussi que le protocole d'accord irrélatif a été signé ce jour. Le vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et de la francophonie a reçu le mercredi 18 septembre dans son cabinet de travail une délégation conduite par l'ambassadeur japonais et le représentant des JICA RDC. L'objectif de leur visite était de concrétiser leur engagement par la signature d'un protocole d'accord à 2 volets, dont le premier consiste à doter la RDC d'un lot de 5 millions de doses vaccinales contre la variole des singes et la construction des centres judo de la police nationale congolaise. Le Japon a décidé de répondre favorablement à la dite requête par la dotation des vaccins de fabrication japonaise ayant déjà démontré leur efficacité dans la lutte contre le Mpox dans le but de soutenir les efforts de la RDC. Dans le cadre de sa coopération et de son assistance, le Japon souhaite continuer à se figurer comme un acteur majeur dans le secteur de la santé de la RDC, notamment dans la lutte contre les maladies infectieuses. Pour preuve, nous pouvons citer la construction de l'équipement d'INERBE, l'envoi des experts japonais en santé auprès du ministère de la Santé publique, les différents stages et formations en faveur des personnels des experts congolais œuvrant dans ce secteur. Soulignant l'importance de cet accord sur le plan sanitaire, la vice-ministre Grace Yamba Kazadi a salué le deuxième volet interrompu en 2019 suite à la pandémie de Covid-19 qui va bientôt bénéficier de nouveaux financements et les ponts Maréchal à Matadi, fruit de la coopération entre la RDC et le Japon. Et puis, sachez qu'au Congo central, la 8e édition de l'Expo Béton a ouvert ses portes mercredi 18 septembre. C'est la première ministre Judith Suminwa qui a procédé à ce lancement au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'activité a eu lieu en présence du gouverneur de province, Grace Bilolo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose, c'est aujourd'hui que le 10e congrès de l'UNPC de Centre-Nganda devra sortir ses conclusions. D'après nos représentants sur place, les textes réglementaires de l'Union ont été revus de fond en comble et les membres du nouveau comité seront connus tard dans la soirée à l'issue du vote qui est prévu pour ce soir. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Autre chose, lancement ce mercredi 18 septembre d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les 17 zones de santé de la province de la Chopo, à Kisangani, chef-lieu de la province. C'est le gouverneur de province, Paulin Londongolia, qui a procédé au lancement de cette campagne. Suivez. 611 053 enfants de 0 à 59 mois, des 17 et des 23 zones de santé de la province de la Chopo et des 6 zones de santé du Maniema sont concernés par la vaccination contre la poliomyélite variant. Le lancement de cette campagne de la journée locale de vaccination a eu lieu le mercredi au rond-point du pont Chopo de Kisangani par le gouverneur Paul Londongolia. Occasion pour Paul Londongolia à inviter les parents à disponibiliser leurs enfants cibles pour recevoir leur vaccin. Nous voudrions, à travers cette occasion qui nous est offerte à ce jour, lancer un appel pathétique à tous les parents, responsables et gardiens d'enfants, de bien vouloir les présenter aux différents acteurs qui passeront de porte à porte à tout contact pour le vacciner. Pour sa part, Montar Anne,
chef des sous-bureaux de l'UNICEF Kisangani a, au nom des partenaires techniques et financiers du gouvernement de la République dans le secteur de la santé, a sollicité l'implication de tous pour la réussite de cette campagne de riposte contre la poliomyélite variant en vue de protéger les enfants contre cette maladie qui rend infirme l'enfant toute sa vie. Afin que cette présente campagne soit une réussite, nous exhortons les autorités politico-administratives, les honorables députés, les leaders communautaires et religieux, les leaders des associations féminines et des jeunes à s'impliquer et à s'engager en faveur de cette campagne vaccinale en vue d'une adhésion massive de la population de nos communautés. Signalons que c'est depuis 2017 que la province de la Tchopo est confrontée à une série d'épidémies dont notamment la poliomyélite. La stratégie porte-à-porte est retenue pour cette campagne de riposte contre la poliomyélite variant qui va du 19 au 21 septembre 2024. Direction Lualaba, au nom de la ministre nationale en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, la gouverneure de province de Lualaba, Fifi Masuka, a procédé mercredi à la clôture de l'année académique à l'université de Kolwezi. Cette activité s'est déroulée sur le site Mousompo, nous dit-on. Suivez. La double cérémonie clôture de l'année académique 2023-2024 et collation des grades académiques à l'université de Kolwezi a été exceptionnelle avec la participation de la gouverneure du Lualaba. En compagnie des quelques membres de son gouvernement, Fifi Masuka Saini a assisté à toutes les étapes de la cérémonie. D'abord, c'était les discours du secrétaire général académique en charge de la recherche suivi de celui de l'administration avant les recteurs des 7 institutions d'enseignement universitaire. Je voudrais aussi remercier son Excellence, Madame la gouverneure, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, ici présente pour les infrastructures. Lorsque vous regardez derrière vous ou devant moi, à ma droite, vous allez voir des bâtisses qui pilulent notre site de Mousompo pour pouvoir y ériger un campus moderne et les cliniques universitaires. S'en suivra les discours des clôtures de l'année académique au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire du gouvernement de la République, prononcé par la chef de l'exécutif provincial. Je glorifie l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a fait la grâce de voir ce jour, lui qui bénit le commencement et la fin de toutes choses. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait de l'enseignement supérieur et universitaire son cheval de bataille afin de garantir la formation intégrale de l'homme congolais. À l'université de Kolwezi, je vous adresse un mot de gratitude. Coup de chapeau aux lauréats qui voient leurs efforts, pour certains de 3 ans, pour d'autres de 5 ans, et plus encore pour la médecine. Cependant, pour ma part, en tant que chef de l'exécutif provincial, ce jour est très interpellateur par rapport à la réalité de notre société. Sous les ovations de leurs proches, en liesse, les nouveaux déversés dans le marché de l'emploi se sont vus coller des grades, faculté après faculté, par les corps professoral académiques et la remise symbolique des diplômes des mains de la gouverneure, vice-gouverneure, la ministre provinciale de l'Éducation et d'autres membres de l'exécutif provincial. De retour à Kinshasa, on parle de l'assassinat de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei au Kenya par son ex-petite amie. Sachez que cet assassinat a suscité de nombreuses réactions à travers le monde. À Kinshasa, Karine Kankou-Chimanga, militante des droits des femmes, a lancé un appel aux organisations internationales pour que cet acte ne reste pas impuni. C'était au micro de Naomi Nyong'e. Après avoir été aspergée d'essence et brûlée vive, l'athlète internationale ougandaise Rebecca Cheptegei, âgée de 33 ans, a été retrouvée morte avec plus de 30% de brûlures sur son corps. Ces forfaits seraient l'œuvre de son ex-petite amie
motivée par un conflit parcellaire au Kenya, où elle vivait en compagnie de ses enfants et sa sœur. Plusieurs voix féminines s'élèvent pour dénoncer cet acte qui est en réalité un féminicide. L'autorité de l'Ouganda doit vraiment prendre les mesures adéquates pour punir cette femme-là. Parce que c'est inhumain de brûler une personne vive, c'est pas normal. Donc la justice ougandaise doit faire son travail. Celle qu'on a brûlée, c'est une femme. Nous autres ici, nous sommes des femmes dans tous les États. Là où il y a une femme qui passe par là, les États doivent se concerter pour pallier à ces problèmes. Entre autres, il y a un droit qui parle de la protection de la femme dans le milieu public et le milieu privé. C'est-à-dire que cette femme-là, elle s'est retrouvée vulnérable, seule, brûlée par un homme. C'est un acte inconcevable qu'on ne peut pas accepter facilement. Donc le mécanisme à mettre en place, la justice aussi ougandaise doit faire quelque chose pour que cet homme-là soit puni, pour qu'à la prochaine, ça ne se répète plus. Signalons que le pays compte déjà plus de 725 cas de féminicide depuis 2015. Cette fois-ci, les femmes demandent la mise en exécution du respect des droits de la femme. Société, sachez que le calvaire des habitants de Kisenso au quartier Dingi n'a fait que trop durer. Insécurité, manque d'eau potable et d'électricité sont des problèmes principaux au quotidien des habitants de cette partie de la ville, nous dit Jokeben Pebo. Voici à quoi ressemble le quartier Dingiding dans la commune de Kisenso, une banlieue aussi de Kinshasa, très peuplée mais surtout très enclavée aussi. Dans la capitale congolaise, chaque municipalité a ses problèmes. Ici au quartier Dingiding de Kisenso, c'est l'insécurité causée par le phénomène Kuluna qui est une forme de banditisme urbain. Cela s'associe au manque d'eau potable et d'électricité, ce qui donne un cortège de problèmes dignes d'un Far West. Ici, ce sont des Kuluna qui font la loi. Ils insécurisent des paisibles habitants déjà privés d'eau, sans oublier l'absence de l'électricité qui plonge le quartier dans le noir dès 18 h, offrant ainsi à ces délinquants les meilleures conditions pour opérer. Nous ne savons pas si nous avons un DG à la Régie des eaux. Nous avons un grand problème d'eau et si il plaît, l'eau de la rivière nous envahit dans nos maisons. Dans ces quartiers, beaucoup encourent de graves dangers quand ils doivent sortir tôt les matins et rentrer tard dans la soirée. Ils les font la paire au ventre et c'est, malgré la présence des éléments de la police, qui acquisent d'ailleurs de léthargie face à ces attaques répétitives des bandits. C'est un problème dans l'insécurité. L'insécurité règne ici dans notre quartier. Il n'y a pas de l'électricité. Et nous avons des problèmes d'eau. S'il faut aller puiser l'eau un peu plus loin, nous sommes attaqués. Et les mamans ont des problèmes pour aller puiser l'eau plus loin car la route aussi est mauvaise. Des problèmes majeurs dérangent les habitants de ces coins et des cris d'alarme sont fréquemment lancés à l'endroit des autorités municipales et urbaines en vue d'une solution durable mais sans succès. Dossier à suivre. Autre chose, chaque produit agricole a bel et bien sa période de sémence et de récolte. Les nutritionnistes sont d'avis qu'il faut consommer tout produit comestible dans sa saison. Et actuellement, l'un des produits en vogue dans les différents marchés de la ville de Kinshasa est la tomate. Fofana Moukoubi nous a fait un focus sur ça. Actuellement en abondance aux différents marchés de la ville de Kinshasa, la tomate répond toujours présente dans l'alimentation de plusieurs ménages kinois. Fruit au sens botanique du mot, elle est généralement utilisée comme légume dans l'art culinaire. Moi personnellement, j'aime l'utiliser quand je prépare mes légumes ou la viande pour obtenir la sauce rouge et les goûts. Prisée par les Congolais pour leur alimentation, la tomate, un produit bon marché sur les étalages, cependant, ces vendeuses éprouvent des difficultés pour sa conservation. Nous les achetons cher alors que les tomates pourrissent si rapide. J'en ai fait expérience et je suis obligé de jeter les tomates pourries. C'est ma perte. Elle fixe son prix en fonction de la rareté du produit, de la demande et parfois de la surenchère dont font montre les fournisseurs. Le vrai problème, c'est au niveau des grossistes, ceux qui viennent du Congo central là. Ils fixent des prix arbitraires qui nous empêchent d'en tirer profit. En 2023, le prix d'une caisse de tomates s'est négocié à 70-80 000 francs.
Mais en 2024, ça a atteint 180 à 200 000 francs congolais. Et c'est ferme. La richesse de ces produits en vitamine C, A et du complexe B, ainsi qu'en minéraux tels que potassium et manganèse, est un atout qui interpelle dès à présent les autorités à intervenir pour y apporter des solutions idoines, car la tomate, l'un des produits les plus prisés, est dans sa période post-récolte. C'était un condensé des Fofana Mukubi et c'est par ceci que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Énième prorogation de l'état de siège ce jeudi par l'Assemblée nationale. Une prorogation votée à l'absence des députés issus des deux provinces sous l'état de siège. Le 10e congrès de l'UNPC se clôture ce jeudi 19 septembre 2024. L'élection du nouveau comité interviendra tard dans la soirée avant la clôture. Voilà, c'est ce rappel de titre qui met un terme à cette édition du journal. Encore une fois, merci à vous d'avoir été les nôtres. Restez branchés sur Antena.